Toi, les prix Nobel et les savants qui feraient réussir voyager dans le temps arborent sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher professeur, je rêve que des tortues me grattent le dos avec une patate. Mais ça veut rien dire. À quoi ça sert de faire des rêves? Chère Dorothée, on passe un tiers de notre vie à dormir et plusieurs années à rêver. Mais dormir ne veut pas forcément dire rêver. On ne rêve que pendant des phases très particulières du sommeil, et notamment pendant la phase appelée sommeil paradoxal. Super. Car pendant que vous dormez, le cerveau ne se repose pas du tout, lui. Au contraire, il est très actif. Kim Jong-il. Alors, on fait de la maçonnerie? Oui, je construis un mur pour protéger mon pays. Mais si vous voulez y aller, faut passer par la boîte aux lettres. Hein? Mais comment? Comme ça. Hop. Ah! C'était quoi ce rêve débile? Et pourquoi je pense à des trucs pareils, moi? Ben, on sait pas trop. Freud a émis l'hypothèse que les rêves accomplissent des désirs. Quand ces derniers sont inavouables, ils prennent des formes symboliques. Dans les rêves, tout ce qui est long est phallique, comme le couteau. Et tous les contenants sont des foufounes. Fastoche. La deuxième hypothèse est plus scientifique. Le cerveau active anarchiquement des aires cérébrales pendant le sommeil paradoxal. Bleu, slip, 2, truelle, Kim, couteau. Et au réveil, parce que la conscience déteste le non-sens, le cerveau crée un scénario avec toutes ces données. Un peu comme dans le jeu des chiffres et des lettres. Alors, cerveau? J'ai un rêve avec Kim Jong-il en slip et avec un couteau. La troisième hypothèse est que pendant le sommeil, le cerveau fait juste du rangement dans sa mémoire. C'est pour ça que dans les rêves, on retrouve souvent des éléments vécus la veille. Par exemple, Kim Jong-il vient probablement du fait que vous l'avez vu le jour même dans un magazine. Oh, fort! La maçonnerie est sûrement une référence à Tetris. L'image d'être coupé en deux vient peut-être du fait que la veille, vous avez découpé un oignon. Enfin, la quatrième hypothèse a été émise par Michel Jouvet, le découvreur du sommeil paradoxal. Selon lui, le rêve permet une reprogrammation génétique. En gros, le rêve permettrait au dormeur, malgré toutes les sollicitations extérieures subies dans la journée, de restaurer et de maintenir son individualité. Rien que ça. Ah! Faut pas me réveiller pendant que je reboot, hein? Plutôt que de gonfler sur vos lauriers, tapez du bourre à moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, il paraît que proche de la mort, on voit des tunnels avec des spectres et le paradis au bout. C'est vrai? Parce que moi, à ma mort, j'ai rien vu. Cher Patrick, quand je fais de la poterie pour me détendre parfois, moi, je vois le fantôme de Demi Moore. Hé, Demi, mon vase! Non, pas ça! Vite, Meredith, dépêche! D'après le docteur Moody, une near-death expérience, une expérience de mort imminente, c'est quand un mourant est en proie à des visions délirantes qui se déroulent en 5 étapes. 1. Sentiment de paix. 2. Sortie du corps. 3. Le sujet entre dans une sorte de tunnel et voit des morts. Hé, attendez-moi! 4. Dans certains cas, toute sa vie défile devant ses yeux. 5. Enfin, il sort du tunnel en filant vers une lumière bienveillante. Oh non, mon vase! Il est foutu. Certains disent que dans le tunnel de lumière, on revit sa naissance. Or, les bébés naissent les yeux fermés, en se raclant la face contre la paroi. Et pas la tête en avant en regardant devant comme dans un toboggan à la piscine. Donc, impossible de voir le fameux tunnel. La psychologue Susan Blackmore, elle, pense que les NDE sont des manifestations purement neurologiques. Démonstration. On sait qu'il y a plus de neurones du cortex dédiés à la vision centrale de l'œil que dédiés à sa périphérie. Si tous ces neurones manquent d'oxygène, la vision périphérique défaillira avant la vision centrale, d'où l'impression de voir un tunnel. Certaines drogues peuvent provoquer la même chose. Le LSD, la psilocybine, la mescaline et même le pilotage d'un avion de chasse.
en raison de la pression exercée sur le cerveau. Certains racontent avoir fait des sorties de corps et avoir vu les chirurgiens les opérer. Alors, pour le vérifier, un certain Dr Holden a placé des objets tournés vers le plafond que le patient ne pourrait voir uniquement que depuis le haut de la pièce. J'ai vu Ribéry en maillot du Brésil. Ribéry, dans l'équipe du Brésil? C'est impossible! Je ne dis pas que les NDE n'existent pas. Il s'agit probablement de création du cerveau, comme des hallucinations. Si vous voulez expérimenter les NDE sans trépasser, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, parfois je rencontre des gens, je suis sûr de les connaître, mais impossible de me rappeler leur nom. Pourquoi? Normalement, quand on croise quelqu'un que l'on a déjà rencontré, on est capable de le reconnaître en quelques millisecondes. Mais ce processus cérébral, bien qu'ultra rapide, est très complexe. Pour me reconnaître, les yeux d'Igor doivent d'abord capturer mon image. L'image captée part dans le cerveau d'Igor via les nerfs optiques. Elle est d'abord dirigée à l'accueil, le thalamus. T'es qui, toi? Un son, je viens de l'oreille. T'as ton justificatif de domicile? Selon la nature de l'info, elle les envoie dans le bon département du cerveau. Une image. Mon Dieu, qu'il est vilain. Allez, au lab occipital, bureau 562. Pour ça, un groupe de neurones experts analyse l'image. À cette étape, ils ne savent pas encore s'ils ont affaire à un chien, un caillou ou un humain. Ce qui nous trouble, c'est la présence de cette moustache. Oui, neurone Navarro? C'est un chat. Mais non, c'est un panda. C'est un humain. Humain. Une fois que les experts ont identifié l'image comme étant celle d'un visage humain, elle est envoyée dans le gyrus fusiforme qui essaye de mettre un nom sur ce visage. Jean-Jean, on a un petit moustachu dans les archives? Non. Oh, non. Bah c'est le professeur Moustache. Pour savoir comment se comporter face à la personne qu'ils viennent d'identifier, les gars du gyrus vont interroger l'amygdale, siège de l'émotion. Amygdale, j'écoute. Qui? Le professeur Moustache. Ah, si, je me souviens. J'appelle le cortex moteur pour une réaction appropriée. Quelle belle mécanique, n'est-ce pas? Mais le cerveau peut bugger aussi sans raison. Dans ces moments-là, on est incapable de se rappeler le nom de la personne en face de soi. Ce qui est d'ailleurs en train de m'arriver. Tu ne connais plus mon nom. T'as des Gorbatchev? Non, c'est pas Depardieu. Non, Roumanie. Pour Freud, c'est un conflit inconscient qui vous empêche de retrouver un prénom. Peut-être n'aimez-vous pas la personne, ou au contraire, vous la désirez secrètement. Une astuce, notez tous les mots de substitution qui vous viennent à l'esprit. Médor, ignoble, ignore... Ah, Igor! Aïe, ouille, tout double. Ah, oh. Au lieu de vous battre pour une légère défaillance de neurones, tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Bonjour, professeur. Ma femme soutient que le fait que je sois fumeur est une régression au stade oral. Laissez-moi deviner, c'est encore un coup de Freud, ça, non? Le fameux stade oral qui se joue les 5 premières années de la vie, c'est effectivement du Freud tout craché. En effet, entre 0 et 1 an, le bébé porte tout à sa bouche. C'est la seule partie du corps qu'il sait utiliser. Le bébé à la naissance est dans une sorte de flou psychique, comme un disque dur vide. Et pour lui, le monde est une réalité à sucer, mordre ou manger. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne le laisse jamais seul à la maison. D'après Freud, les gens qui ont eu trop ou pas assez de plaisir lors de ce stade peuvent rester fixés sur la bouche. Adultes, ils parlent beaucoup, comme les politiciens, les profs, les chanteurs ou deviennent des fumeurs. Arrive ensuite le stade au doux nom de stade anal, période comprise entre 1 et 4 ans, où faire correctement ses besoins ravit les parents. À cette étape, l'enfant acquiert la capacité de se retenir. Ou pas. Juste pour s'opposer à ses parents. On dit souvent que les gens bloqués à ce stade deviennent des avares, des collectionneurs, voire des artistes. C'est de la merde. Oh, pourtant j'ai tout donné.
De 3 à 6 ans, c'est le stade phallique, lors duquel on découvre qu'on a un zizi. C'est aussi à cette période qu'apparaît le fameux complexe d'Œdipe. Rappelons les faits mythologiques. Œdipe, ce gros ballot, sans le faire exprès, tue son père. Je suis ton père. Ah, le con! Et plus tard, épouse sa mère. Quoi? Maman? Oedipe? Alors Oedipe se crève les yeux. Manière à lui d'exprimer qu'il a la rage. Freud nomma complexe d'Oedipe ce trouble qui surgit chez l'enfant tombant amoureux de son parent du sexe opposé. Inconsciemment, l'enfant veut tuer le parent rival. Des gens bloqués au stade phallique, et il y en a beaucoup, on les reconnaît vite. T'as vu? La mienne, elle se dresse toute seule, hein? C'est l'hypothèse psychosexuelle de Freud. Mais faut pas aller trop loin dans les interprétations, sinon on n'a pas fini. Là, c'est un peu oral, et là, totalement phallique. Et lui, tout le temps, les fesses à l'air. Carrément stade anal, le Picsou. Si vous voulez en savoir plus, ou à quel stade vous plafonnez, tapez « Que mourra moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, est-ce que c'est vrai qu'on n'utilise que 10% de son cerveau? Et que si on l'utilisait à 100%, eh ben on ferait des trucs super puissants comme dans le film Lucie de Luc Besson. Expliquons aux téléspectateurs qui ont échappé à ce film d'action à succès. Eh ben c'est Lucie, alias Scarlett Johansson. Au début, elle est blonde et elle utilise que 10% de son cerveau, comme tout le monde. Mais à cause d'une drogue surpuissante, sa tête turbine à 100%. Et ça fait quoi? Elle passe un master en physique? Non! Elle a des super pouvoirs. Ouais, ok. Démonstration. Une vieille croyance prétend en effet que notre cerveau, cette grosse feignasse, n'utilise que 10% de ses capacités. Ça voudrait dire que tout ça ne fiche rien, pendant qu'une toute petite partie, ici, fait tout le boulot. Selon le film, si on secouait un peu le cocotier du cerveau, la pensée serait optimisée, comme s'il redécouvrait de vieux neurones qu'il aurait oubliés. Or, c'est idiot. C'est comme dire que vous n'utilisez que 10% de votre maison parce que vous n'êtes pas dans toutes les pièces à la fois. Revenons au film. Pour ce cinéaste, pouvoir utiliser toutes ses capacités cérébrales permet de se faire des décollements de racines à volonté, mais aussi de faire de la télékinésie, de contrôler des machines, des réseaux électroniques. Et la Wi-Fi? Ouais, joue-moi la Wi-Fi, ouais. Oh, super! Je pensais bêtement qu'un cerveau qui soudain ferait travailler à plein régime tous ses neurones en même temps, ça créerait plutôt une crise d'épilepsie. Mais quelle actrice! Le cerveau stocke beaucoup de souvenirs. Est-ce vraiment nécessaire de tous les réactiver en même temps? La pauvre Lucie devrait surtout crouler sous un chaos de sensations et de flots de souvenirs. Ce mythe des 10% de cerveau a été plusieurs fois relancé, notamment à cause du jeune Saïdis. Son QI fut évalué à 250, plus qu'Einstein. Mère, je crains que mon hochet ne fusse tombé. Papa Saïdis décréta que l'école abrutissait les enfants et n'exploitait pas toute la capacité de leur cerveau. Astringence, Scrabble. Ça n'est qu'une question de méthode. Sale gosse. Et depuis, d'autres, sans la vérifier, ont entretenu la rumeur. En tout cas, il y en a un qui n'a pas utilisé 100% de son cerveau pour faire son script, hein? Si vous voulez vraiment approfondir cette approche cérébro-littéraire, tapez plutôt « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Après ça, c'est sûr, you will die moins bête. Mais bon, you will die quand même.